Bienvenue dans le podcast Corps et Fracas, le podcast mené par la Mutualité française Centre-Val de Loire qui rend des sujets de santé complexes accessibles à tous. À travers des thématiques variées, nous vous invitons à prendre soin de votre santé et de celle des autres en vous informant. Chaque thématique est explorée en 3 épisodes, complétés par un webinaire où vous pourrez poser toutes vos questions. La prévention est au cœur de notre démarche, car s'informer, c'est déjà agir pour sa santé. Bienvenue dans cet épisode qui marque le début de notre nouvelle thématique. En effet, les épisodes des 3 prochains mois et le webinaire qui clôturera notre thématique en août seront l'occasion d'échanger autour de la santé menstruelle. Homme ou femme, aguerri ou non, je suis convaincue que vous aurez tous la chance d'en ressortir avec de nouvelles connaissances, car il s'agit d'un sujet dont on n'a pas fini de faire le tour. Éducation menstruelle, évolution des contraceptifs, lien entre fertilité et perturbateurs endocriniens, le programme est chargé. Pour commencer cette nouvelle série, je suis accompagnée d'Emmanuelle Védrenne, responsable de l'antenne Centre-Val de Loire de l'association Règles élémentaires. Bonjour Emmanuelle. Bonjour et merci pour l'invitation. C'est avec plaisir. Alors avant de rentrer dans le cœur du sujet, est-ce que vous pourriez nous présenter brièvement l'association Règles élémentaires et nous expliquer ce qui vous a mené à vous engager au sein de cette association ? Oui, bien sûr. Alors Règles élémentaires, qui va fêter ses 10 ans cette année, est la première association de lutte contre la précarité menstruelle et le tabou des règles. Notre mission, c'est de permettre à toutes les personnes de vivre leurs règles dans de bonnes conditions et faire qu'avoir leurs règles ne soit plus un frein dans leur quotidien. Et pour cela, nous menons 3 types d'actions. De la collecte et redistribution de protection périodique à nos associations partenaires, de la sensibilisation des jeunes et de la formation des professionnels, et puis du plaidoyer auprès des pouvoirs publics. Et en ce qui me concerne, l'engagement associatif, c'est un peu le fil conducteur de ma vie personnelle et professionnelle depuis plus de 25 ans. Et c'est donc en tant que bénévole que j'ai commencé mon engagement au sein de Règles élémentaires à Tours. Et puis j'ai trouvé un financement qui a permis la création de mon poste de responsable de l'antenne Centre-Val de Loire. Ah oui, donc c'était votre rôle de trouver un financement pour créer cette antenne. En fait, ça s'est fait un peu, c'est le heureux hasard qui a permis avec le réseau que j'avais déjà, puisque moi je suis tourangelle d'origine, donc ça a un petit peu facilité les choses et de fil en aiguille, j'ai su frapper aux bonnes portes pour pouvoir obtenir un financement un petit peu plus conséquent qui a permis la création salariée de l'antenne. D'accord, ok. Alors pour rentrer dans le cœur du sujet, vous avez donc parlé d'éducation menstruelle, mais qu'est-ce que c'est en fait ? Alors l'éducation menstruelle, c'est l'acquisition de connaissances qui permettent d'appréhender les règles d'un point de vue à la fois physiologique, sanitaire, sociétal et personnel. Voilà, okay. C'est ça l'éducation menstruelle. Ok, c'est très complet. Et donc quand vous intervenez dans les écoles, c'est un peu les sujets que vous allez aborder justement ? Oui, parce que l'objectif de l'éducation menstruelle, c'est que tout le monde comprenne ce qui se passe pendant les règles. Et qu'il n'y ait plus de discrimination liée aux règles. Quand je parle de discrimination, j'entends les moqueries, les humiliations, mais aussi l'absentéisme, par exemple. Donc c'est ça l'objectif, et que les personnes menstruées, elles se sentent à l'aise de poser leurs questions et de vivre leurs règles dans des environnements bienveillants. Et en cela, c'est un vrai enjeu d'égalité. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que tous nos ateliers auprès des jeunes, ils ont lieu en mixité, c'est-à-dire filles-garçons. Okay. Parce qu'on pense que ça permet aux personnes qui n'ont pas leurs règles de questionner leurs préjugés et d'être plus en empathie avec celles qui les ont. Okay. Voilà. Donc, l'objectif de ces ateliers, c'est vraiment de déconstruire les préjugés, de favoriser le mieux-être, le vivre ensemble. Et donc nos interventions, elles doivent permettre aux élèves de mieux vivre la période de la puberté et les changements corporels, de comprendre le cycle menstruel, donc c'est quoi les règles, pourquoi on les a, ça revient tous les combien, est-ce que c'est normal d'avoir mal, etc. La physiologie des règles et l'utilisation des produits périodiques, donc les différents produits menstruels, combien ça coûte, combien de temps on doit garder une protection par exemple.
Ça doit permettre également de lutter contre le tabou des règles et de prévenir la précarité menstruelle. Donc la précarité menstruelle, c'est le fait que chaque mois, lorsque l'on a ses règles, eh bien, on n'a pas les moyens de se procurer suffisamment de protection pour recueillir le sang des règles, tout simplement. Et alors concrètement, lorsque vous arrivez dans une classe, comment est-ce que vous introduisez le sujet ? Oui, vous avez raison de dire qu'on introduit le sujet. On ne va pas parler tout de suite de but en blanc des règles. On a une première phase d'amorce un petit peu du sujet où on va parler des ressentis, des limites, des représentations du corps, donc les fonctions du corps, les ressentis, l'affirmation de soi, l'introduction au consentement aussi, extrêmement important, les représentations du corps et la perception de soi. Et puis, dans un deuxième temps, on va essayer de briser les tabous des règles et donc de parler des représentations du tabou. On essaye de comprendre pourquoi on ne parle pas des règles. On resitue les règles dans le phénomène de la puberté. On parle de la physiologie et du cycle menstruel. Et puis on explique aussi ce que c'est que la précarité menstruelle et les moyens d'agir collectivement pour lutter contre cette précarité menstruelle. D'accord. Et puis à la fin de chaque atelier, on distribue un questionnaire qui est tout à fait possible, auquel il est tout à fait possible de répondre anonymement pour les élèves. Et c'est souvent à cette occasion qu'il y a des questions qui n'auront peut-être pas osé poser devant tout le monde en classe. Et on prend toujours un temps suffisant à la fin de l'atelier pour pouvoir répondre à ces questions. Génial, ok. Alors vous avez parlé justement du fait de lutter contre le tabou des règles. Et selon vous, d'où ça vient justement, tout ce tabou autour des règles ? Et puis, est-ce que vous avez vu une évolution de la perception des règles, notamment auprès des jeunes, depuis le temps que vous exercez là-dedans ? Alors ce cliché autour des règles, ce tabou, il s'est construit il y a très très longtemps. Et dans l'histoire, en fait, il y a de nombreux mythes autour des règles. Tous plus étonnants et faux les uns que les autres. Super. Je peux vous donner quelques exemples. Dans l'Antiquité, par exemple, donc vous voyez que ça remonte à très longtemps, il y a un scientifique qui s'appelait Pline l'Ancien qui écrivait que le sang des règles était malfaisant et il pouvait tuer les abeilles, rendre les chiens enragés et faire mourir les récoltes dans les champs. Ah, waouh. On se demande bien d'où lui venaient toutes ces idées, n'est-ce pas ? Et puis au Moyen-Âge, il y a certains médecins scientifiques qui affirmaient qu'avoir des règles douloureuses, ça signifiait qu'on était une sorcière. Rien que ça. Et voilà, et les absurdités, elles ont continué, puisque jusqu'au début du XXe siècle, donc il n'y a pas si longtemps que ça, certains docteurs défendaient l'idée que les règles déclencheraient des comportements comme la kleptomanie, la pyromanie ou même des hallucinations. Et donc on revient de loin, quoi. Voilà, donc tous ces mythes, finalement, ont été rendus populaires par des personnes qui n'avaient pas leurs règles et qui n'avaient aucun fondement scientifique à leur théorie. Et tous ces clichés et croyances, eh bien, ça fait qu'aujourd'hui encore, on entend que les règles, c'est sale, alors que c'est faux. Et tout ça, ça ne donne pas super confiance en soi quand on a ces règles. Et du coup, on s'est dit que nos arrière-grand-mères et leurs copines, elles se sont plutôt dit « n'en parlons pas, ça ira mieux ouais. ». Et du coup, on a créé des milliers de mots. Il y a plus de 5000 expressions dans le monde pour parler des règles sans prononcer le mot « règle ». Donc je pense que si je parle de ragnagna, si je parle de chute du Niagara, des trucs, des coquelicots ou des zones rouges, et j'en passe, forcément tout ça, ça n'aide pas à comprendre ce que sont les règles, ni à se sentir plus à l'aise, bien au contraire. Et finalement, ne pas dire les choses, ça contribue à les rendre invisibles et à laisser la place à toutes sortes de discours plus ou moins vrais. Et en cela, la pub n'a pas arrangé vraiment les choses, elle en a rajouté une couche, si je puis dire. C'est que très récemment, qu'on voit un peu de rouge apparaître dans certaines publicités sur les règles. On voyait il y a encore très peu de temps que du bleu, et le bleu, ça renvoie aux produits ménagers, donc à la notion que les règles, ça serait une question de propreté et de saleté. Voilà. Donc
Donc voilà, le tabou autour des règles, c'est très ancien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, petit à petit, on essaie de déconstruire tout ça, de déconstruire ces préjugés. Et donc il y a du travail, quoi. Il y a du travail. Et donc justement, un peu dans cette idée de ne pas oser dire les choses et d'avoir un espèce de mythe autour de tout ça, j'imagine qu'avec vos interventions, vous avez dû entendre des vertes et des pas mûres, comme on dit. Absolument, on entend beaucoup de choses. Et en même temps, c'est intéressant parce que ça montre toute l'utilité de nos interventions. C'est que ça permet à chaque fois sans jugement, de bien reprendre en fait ces idées reçues, ces idées fausses, ces préjugés, et de déconstruire avec des mots adaptés à chaque âge. On y reviendra tout à l'heure. Chaque âge d'enfant, d'élève auquel on s'adresse. Donc, je vous donne quelques exemples. Mais les règles c'est sale, les règles ça pue, les règles ça attire les requins, ou encore on peut pas se baigner quand on a ses règles. Ou encore on doit se laver 2 fois plus quand on a ses règles, parce que les règles c'est sale, donc il faut se laver encore plus. On peut perdre un tampon dans son corps, ou à chaque fois qu'on a ses règles, on perd plusieurs litres de sang, etc. etc. Donc finalement, le fait d'expliquer pourquoi c'est faux, d'expliquer que on peut pas perdre plusieurs litres de sang à chaque fois qu'on a ses règles. En fait, on explique que finalement, quand on a ses règles, au cours d'un cycle, on va perdre entre 30 et 40 millilitres de sang simplement. Donc, c'est l'équivalent d'une petite tasse à café. Enfin, voilà, ça permet de relativiser aussi les choses et de rassurer beaucoup les choses. Que non, on ne peut pas perdre un tampon dans son corps parce que on explique où est-ce qu'on introduit le tampon, etc., etc. Et donc, le résultat, c'est que les élèves, ils sont beaucoup plus rassurés, vraiment. Ok. Et parce que donc c'est des élèves à qui on n'a jamais parlé des règles, enfin filles ou garçons, ils n'en ont jamais entendu parler. C'est des élèves pour lesquels bien souvent, effectivement, le sujet n'a jamais été abordé. On donnera peut-être un peu des chiffres tout à l'heure, mais il faut savoir que les premières règles, elles arrivent entre 8 ans et 18 ans. Donc, dans ce spectre-là, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, mais oui, il y a 20% des filles qui vont avoir leurs premières règles entre 8 et 10 ans. Donc c'est pour ça qu'on intervient, nous, dès les classes de primaire, en CM1, en CM2, parce qu'en fait, c'est toujours plus facile d'appréhender ces premières règles quand on sait en fait ce que c'est. Voilà, c'est pour ça que nous, on aborde ce sujet alors le plus tôt possible, à un âge raisonnable également, mais voilà. Donc on intervient, si possible, avant que les premières règles n'arrivent. Donc en classe de primaire, en CM1, CM2, et puis on intervient également au collège, en classe de 6e, 5e. Et on intervient, comme je le disais tout à l'heure, toujours en mixité. Et parce que c'est vrai que par exemple pour les parents, c'est pas toujours évident de savoir à partir de quel âge en parler, parce qu'on pourrait se dire elle est pas encore au collège, c'est bon, on a le temps avant d'en parler. Et donc comme quoi finalement il faut peut-être commencer à en parler assez jeune, quoi. Tout à fait. et en même temps on sait que c'est pas toujours évident d'aborder le sujet des règles avec ses enfants ou avec ses élèves. On peut avoir peur de pas trouver les mots justes, de ne pas donner une explication exhaustive, ou d'influencer son enfant ou ses élèves avec son propre vécu ou ses propres représentations. Mais pas de panique, parce que en parler, c'est déjà énorme en fait. En parler, c'est déjà permettre de normaliser le sujet. Et plus on en parle, plus on brise le tabou, plus ça paraît normal et banal de parler de ce sujet finalement. Ça peut être compliqué pour un parent ou pour un enseignant ou une enseignante par exemple d'aborder le sujet, mais on pourra en reparler aussi tout à l'heure. On a des ressources, nous, qu'on a la possibilité de mettre à disposition de tout un chacun pour pouvoir aborder ce sujet de façon plus simple. Ah oui, je pense que ça, on en aura bon usage. Peut-être qu'on pourra les repréciser à la fin. En attendant, peut-être repartir sur le sujet de l'éducation menstruelle. Si vous existez, c'est bien qu'il y a un besoin. Et donc finalement, quelles sont les lacunes aujourd'hui ? Qu'est-ce qui existe ? Qu'est-ce qu'il faudrait créer en plus, peut-être ?
Alors, j'aurais parlé beaucoup plus de lacunes si il n'y avait pas eu très récemment, je dirais, une avancée majeure au niveau de l'éducation nationale. C'est qu'il y a un arrêté du 3 février 2025 qui vient enfin fixer le programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. C'est pourtant un programme qui avait été déjà voté dans une loi, la loi Aubry de 2001, qui prévoyait que pour chaque élève de primaire jusqu'à la terminale, il y ait 3 séances d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle dans chaque classe, donc chaque année. Or, c'était extrêmement peu mis en place pour plein de raisons diverses, mais toujours est-il que voilà, là il y avait enfin, jusqu'à aujourd'hui, il y a de vraies lacunes. Avec ce texte qui vient fixer ces séances dans les programmes de l'éducation nationale, eh bien, on a bon espoir, en tout cas, ouais, on espère très fort que à partir de la rentrée prochaine, ces séances d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, eh bien, elles seront très concrètement mises en œuvre auprès de chaque élève, de chaque classe. Et en ce qui nous concerne, en ce qui concerne règles élémentaires et notre thématique des règles, eh bien, l'un des objectifs qui est donc désormais écrit noir sur blanc dans le programme, dans les programmes scolaires, c'est de connaître et comprendre les changements de son corps et celui des autres. Alors, on va dire au cours moyen, c'est, alors je vais citer le programme, c'est apprendre scientifiquement ce que sont les menstruations. Donc les menstruations, ce sont les règles, et qu'elles sont une composante normale et naturelle du développement physique des filles et ne doivent pas faire l'objet de tabous ou de moqueries. Et puis au collège, je cite également l'extrait du programme, réfléchir collectivement à des comportements et moyens qui aident à se sentir à l'aise avec les effets et conséquences des transformations corporelles, tout particulièrement les menstruations. Ok, oui, effectivement, c'est complet, concret et efficient, quoi. Ça devient très clair. Et parce que justement, ce manque d'informations, notamment pour les jeunes filles, de quelle manière est-ce que ça va les impacter ? Il faut savoir que en France, chaque mois, il y a 4 millions de personnes qui doivent choisir entre acheter à manger et acheter un paquet de serviettes périodiques. Et ce chiffre, il a doublé en 2 ans, puisqu'on a mené une grande enquête avec Opinionway en mars 2023. Et au coût économique des règles, s'ajoute le poids du tabou, parce qu'on parle peu ou pas des règles, alors que le premier pas pour savoir utiliser des protections périodiques, bien vivre ses règles et comprendre son corps, c'est d'en parler, et comme je vous disais tout à l'heure, dès le plus jeune âge. Et finalement, la méconnaissance, la désinformation, la précarité menstruelle, la douleur, le stress, les humiliations, ça affecte la santé physique et mentale des élèves, on va dire des jeunes, en termes de confiance en soi, d'estime de soi, le sentiment de honte, de gêne, de stress, etc., etc. Et ça génère de l'absentéisme scolaire et ça freine la progression scolaire. D'où l'importance de ces ateliers. Effectivement. Voilà. Ok. Et donc, suite à ces ateliers, est-ce que vous avez des retours, justement, des jeunes ? Alors oui, on distribue en fin d'atelier, chaque atelier, on distribue des questionnaires qui peuvent être, auxquels les élèves peuvent répondre de façon anonyme. Et ils ont la possibilité, elles ont la possibilité de poser un ou des questions qui sont suivies d'échanges. Et on a plus de 80% des élèves qui sont satisfaits des ateliers qui leur ont été utiles pour mieux comprendre les enjeux autour de la puberté et des règles. Donc ça, c'est les retours que l'on a de ces questionnaires. Je peux vous donner quelques exemples de questions et de verbatim en fait d'élèves qui sont assez parlants, je trouve. Lors des premières règles, est-ce qu'il y a beaucoup de sang ? Ou encore, est-ce qu'on peut mourir si on n'enlève pas le tampon ? Ah oui. De quelle couleur sont les règles quand on les a pour la première fois ? Et puis, dans les petits verbatim qu'on peut recueillir également, eh ben, on a « ça m'a fait du bien ». Moi, la première fois que j'ai eu mes règles, j'ai cru que j'allais mourir. Alors maintenant, je suis rassurée. Ouais. J'ai un dernier petite citation. Je l'avoue, j'ai mes règles et je ne voulais pas en parler au prof, donc maintenant je sais que je peux en parler.
Alors vous voyez, c'est des choses qui sont hyper concrètes et puis que je trouve touchantes aussi, parce que ça montre qu'il y a plein de choses qui restent, que chacune garde pour soi. Et donc ces ateliers, ça permet ça. Ça permet un peu de sortir le stress. Et comme je vous disais tout à l'heure, grâce aux réponses, on essaye de répondre au maximum aux questions qui nous sont posées. Et ça permet d'être un peu moins inquiet peut-être, inquiet et inquiète. Il semblerait, effectivement. Et ça, c'est des phrases, c'est parlant. En une seconde, on voit effectivement l'intérêt de ces interventions. Et on a aussi des retours, parce que quand on intervient donc dans des classes, c'est évidemment obligatoire qu'une personne référente de l'établissement soit présente tout au long de la séance avec nous pendant l'intervention. Et c'est intéressant aussi pour nous d'avoir les retours des adultes, et on nous dit souvent que grâce à ces ateliers, les garçons comme les filles, ils peuvent gagner en confiance en eux sur ces différents sujets qui peuvent être source d'inquiétude, d'incompréhension, voire de mal-être pour certains. Et donc là, on est sur les retours des élèves, des enfants, des ados. Est-ce que les parents également font des retours sur ces interventions ? Oui, alors on mène aussi des cafés des parents. Donc ça se passe en primaire. Les cafés des parents que moi j'ai pu mener se sont bien passés, parce que là encore, ça a permis de rassurer les parents sur les sujets que nous abordons dans le cadre de nos ateliers auprès des élèves, donc de leurs enfants, et puis aussi de répondre à leurs questions, et notamment oui, mais c'est compliqué pour moi d'aborder le sujet. Comment je fais ? Comment je peux m'y prendre ? Comment je peux ne pas être trop intrusif ou intrusive ? Comment, etc. Donc ça permet, là encore, de normaliser au maximum le sujet pour que ça soit plus simple pour eux de pouvoir en parler de leur côté avec leurs enfants. Et puis, en fait, voilà, que ce soit les parents, que ce soit les enfants ou les élèves, c'est se dire, ah ouais, en fait, c'est que ça les règles. Enfin, c'est ça les règles. Ah ouais, c'est plus simple que ce qu'on pensait finalement. Okay. Donc c'est ça qui est intéressant. Très bien. Et donc vous aviez, puisque ce n'est que ça finalement, pour pouvoir l'expliquer, vous aviez parlé de ressources tout à l'heure ? Oui, tout à fait. Alors déjà, sans hésiter, en numéro 1, je vous dirais Parlons Règles. Parlons Règles, en fait, c'est la première plateforme d'éducation menstruelle qui a été créée par Règles Élémentaires et qui a pour objectif d'accompagner les plus jeunes, donc nous, notre public prioritaire, c'est les 8-14 ans, en leur proposant des contenus éducatifs et bienveillants sur les règles. Et il faut savoir que cette plateforme, elle propose également des contenus, des outils aux personnes qui accompagnent les jeunes, donc les relais éducatifs, mais aussi les parents. Et donc c'est sous forme de blog, avec des petits conseils pour amener le sujet avec ses enfants ou les jeunes de son entourage. Et en fait, il y a plein de ressources, il y a des petites vidéos, il y a un chat aussi où les élèves, les enfants peuvent poser, et les parents peuvent poser toutes les questions qu'ils ou elles ont sur les règles. Et ce qui est important aussi de noter, c'est que cette plateforme, elle est gratuite. Elle est expertisée, donc ça veut dire que les contenus, ils ont été co-construits avec des professionnels de santé, avec des enseignants-enseignantes, et qu'elle est sans publicité. Donc ça, c'est hyper important. Donc en tapant parlonsrègles.fr, vous tombez sur cette plateforme. Et puis, je citerai aussi un dessin animé qui s'appelle Alerte Rouge, qui est un super dessin animé, ouais. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais qui aborde plusieurs thèmes en lien avec l'adolescence et la puberté, et dont le sujet des règles. Voilà, donc ça c'est chouette, on peut regarder ça en famille. Et puis il y a aussi pas mal, je dirais, de plus en plus de livres sur le sujet. Et je peux vous donner quelques titres. Donc il y a Les petits illustrés de l'intimité, dont le premier tome permet d'aborder le corps et son anatomie avec un vocabulaire accessible et inclusif. Donc ça, c'est pour des enfants de 7-8 ans, à partir de 7-8 ans. Il y a aussi Ma grande sœur est un loup-garou. Donc ça, c'est un livre qui permet d'aborder le sujet du syndrome prémenstruel de manière fantastique et rigolote.
Donc c'est un super livre pour ouvrir des discussions avec des enfants dès l'âge de 3 ans. Okay. Il y a un 3e livre qui s'appelle Corps, amour, sexualité. Donc ça, c'est un guide d'éducation à la vie affective et sexuelle pour toutes les familles. Et les thématiques, elles sont séquencées par âge. Génial. Afin, pour pouvoir adapter le vocabulaire au public auquel on s'adresse. Et puis, j'en citerai un dernier qui s'appelle Les règles, quelle aventure. Donc ça, c'est un livre qui permet d'aborder le sujet des règles avec humour. Et il y a plein de références. C'est un livre qui est hyper complet, qui est instructif. Et ça peut être lu par des pré-ados et des ados, je dirais, dès l'âge de 10 ans. D'accord. Voilà. Ok. Les petites recommandations que je pourrais vous donner. Merci, ça nous fait de la lecture. Il y a de quoi faire. Super. Eh bien, merci beaucoup pour cette intervention. C'était très complet. Et puis, je pense que ça va donner envie aux personnes d'aller voir un petit peu votre site et voir tout ce que vous pouvez proposer dans leurs régions respectives. Eh bien, avec plaisir. On va passer maintenant aux 2 minutes culture et puis vous pouvez rester avec nous jusqu'à la conclusion. Les 2 minutes culture. Alors aujourd'hui, on va parler du cycle menstruel. Le cycle menstruel, c'est un processus naturel qui repose sur une mécanique hormonale bien orchestrée. Chaque mois, différentes hormones se relaient pour permettre l'ovulation, puis, si la fécondation n'a pas eu lieu, entraîner les règles. Mais même si ce schéma se répète, sa durée peut varier. Alors pourquoi le cycle ne dure-t-il pas toujours exactement le même nombre de jours ? Alors déjà, il faut savoir que le cycle menstruel, ce n'est pas comme une horloge suisse. Même si on entend souvent que ça dure 28 jours, c'est en fait une moyenne. La durée normale peut aller de 21 à 35 jours. Et devinez quoi ? Un cycle pile de 28 jours, ça ne concerne que 13% des femmes. Donc ce qui est normal, c'est justement que ça varie d'une personne à l'autre. Pourquoi ? Parce que chaque corps est unique. Le cycle dépend d'un équilibre hormonal, en particulier entre les œstrogènes et la progestérone. Or, la façon dont ces hormones sont produites, régulées et réagissent dans le corps dépend de plein de choses. La génétique, l'âge, le poids, le mode de vie ou encore les antécédents médicaux. Par exemple, une femme peut avoir naturellement des cycles plus courts ou plus longs que sa voisine et c'est parfaitement sain. Et puis, même pour une même femme, d'un mois à l'autre, le cycle peut changer. Parfois il est plus court, parfois plus long, et c'est pas forcément un signe qu'il y a un problème. Ce qui influence, ce sont surtout les conditions de vie. Le stress, le manque de sommeil, un voyage avec décalage horaire, une période de fatigue ou de maladie, tout ça peut perturber l'ovulation ou décaler un peu les phases du cycle. Il y a aussi des moments particuliers de la vie, comme la puberté, après une grossesse ou en approchant de la ménopause, où les cycles deviennent plus irréguliers naturellement. En résumé, avoir un cycle irrégulier de temps en temps, ou qui n'est pas toujours de la même durée, c'est normal. Le plus important, c'est de repérer ce qui est habituel pour soi et d'être à l'écoute de son corps, plutôt que de chercher à rentrer dans une case toute faite. Eh ben c'est parfait, vraiment. J'ai rien à ajouter, si ce n'est que juste, il ne faut pas hésiter, si on a une inquiétude quelconque, d'aller consulter un ou une professionnelle de santé. Bien sûr, tout Voilà. à fait. Merci beaucoup Emmanuel pour cette intervention. Est-ce que vous avez quoi que ce soit à ajouter ? Peut-être par exemple pour des parents qui se poseraient la question de savoir si vos ateliers peuvent avoir lieu dans l'école de leurs enfants ? Écoutez, oui, bien sûr, les parents peuvent tout à fait s'adresser à l'enseignant ou l'enseignante de leur enfant, par exemple, ou au directeur ou à la directrice, donc là je parle en école primaire, pour savoir s'il y a des ateliers ou des cafés des parents qui pourraient être organisés sur ces thématiques. Et nous, bien sûr, Règles élémentaires, on est à la disposition des établissements scolaires pour envisager ces possibilités. Voilà, et puis je voulais vous remercier de m'avoir invité. J'ai passé un bon moment et on a pu évoquer plein de choses. Donc, merci à vous, voilà. C'était avec Merci. plaisir. Je pense qu'on a tous appris énormément. Et donc merci à vous, chers auditeurs, d'être restés avec nous jusqu'à la fin. On espère que cet épisode vous aura plu et vous aura permis d'étayer vos connaissances sur la thématique de la santé menstruelle. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode qui sera cette fois-ci accompagné d'une sage-femme. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre nos prochains épisodes et à parler de ce podcast autour de vous afin d'en faire profiter au plus grand nombre. Une conférence en ligne est prévue en août pour creuser le sujet et répondre à vos questions. Aussi, n'oubliez pas de nous envoyer vos questions à l'adresse email contact@murec.fr.
que vous retrouverez dans la description ou bien sur nos réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn et Blue Sky. À bientôt!